comment un État peut-il embaucher des dizaines de milliers de fonctionnaires, lancer un chantier vraiment titanesque de couverture santé, Et investir massivement dans des infrastructures lourdes, oui. voilà. Comment on fait tout ça et on se retrouve à la fin de l'année avec un déficit budgétaire, plus petit que l'année précédente. Mathématiquement, ça semble presque impossible en fait. Bah, c'est clair qu'on a un peu l'impression d'une équation magique, hein. Complètement. Et c'est exactement ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger au cœur des sources pour démystifier la salle des machines financières d'un État. Tout à fait. Et pour ça, on va confronter les grandes théories économiques classiques avec des données très concrètes. Ouais, on s'appuie sur le bilan 2025 de l'économie marocaine et le fameux projet de loi de finances pour 2026. L'idée, c'est de comprendre comment ce pays jongle entre croissance, impôts, dépenses sociales et dettes. C'est une mécanique poussée à son maximum. Et franchement, il n'y a aucune magie là-dedans. C'est juste l'utilisation de leviers très puissants. Des leviers qui ont un impact sur notre quotidien, parce que, soyons clairs, c'est fondamental de s'y intéresser. C'est pas juste des chiffres sur un tableau Excel, quoi. Non, c'est sûr. Ces choix, ils dictent le taux d'inflation au supermarché, les emplois disponibles et au final, le pouvoir d'achat de n'importe qui vivant dans ce système. Alors, commençons par l'anatomie même de cette machine. Avant d'analyser les milliards prévus pour 2026, comment l'État organise-t-il son propre portefeuille, en fait? C'est une super question. Souvent, on s'imagine le budget public comme une sorte de grande marmite unique. Ouais, un pot commun où on jette tous les impôts. Exactement. Et d'où on piocherait pour tout payer. C'est ce qu'on appelle le BGE, le budget général de l'État. C'est le cœur du système. Mais d'après les documents, c'est pas la seule marmite, Sion. Non, parce que si c'était le cas, ce serait beaucoup trop rigide. Un État moderne a besoin d'agilité. Donc on a créé d'autres tiroirs, comme les comptes spéciaux du Trésor, les CST. Ah oui, le cours d'économie en parle. C'est genre des tirelires fléchés. C'est le terme parfait. Imaginez une taxe sur le plastique polluant. Au lieu de noyer cet argent dans le budget général, on le met dans un CST dédié uniquement à l'écologie. D'accord, pour être sûr que l'argent ne serve pas à payer l'électricité d'un ministère par erreur. Voilà. Et pour aller encore plus loin dans cette agilité, on a les CEGMA, les services de l'État gérés de manière autonome. Ça ressemble presque à la gestion d'une entreprise privée, non? C'est un peu l'esprit, oui. Prenons un immense complexe sportif d'État ou une imprimerie officielle. S'il devait demander l'autorisation au ministère des Finances pour acheter la moindre cartouche d'encre, Ce serait un cauchemar administratif. totalement paralysant. Donc, les CEGMA permettent à ces services de s'autofinancer en partie, de garder leurs propres recettes, tout en restant rattachés à l'État. C'est fascinant cette tension entre le contrôle de l'État et le besoin de souplesse, surtout quand on regarde le contexte historique. Ah, les années 2010 et 2011 ? Oui, les données montrent qu'à l'époque, la situation était hyper étouffante. Genre, 60% du budget partait juste pour faire tourner la machine. Les salaires, le fonctionnement courant, ouais. Exactement. Et il ne restait qu'à peine 22% pour l'investissement. Et tout ça a été financé à 70% par les impôts. C'est là qu'intervient la grande bataille idéologique, non? Absolument. Quand vous avez si peu de marge de manœuvre, comment vous gérez ça ? Le cours détaille deux visions radicales. D'un côté, la vision libérale, l'orthodoxie financière. Le fameux État gendarme. C'est ça. Pour eux, l'État doit juste assurer la sécurité, la justice et surtout maintenir son budget à l'équilibre. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Alors je vais vous dire, moi j'ai toujours vu ça comme la gestion d'un bon père de famille. C'est comme gérer un ménage géant, on équilibre les fins de mois. Et c'est là que le manuel d'économie lève un grand drapeau rouge. C'est un piège de comparer un État à un ménage. Ah bon? Pourquoi? Ça semble logique pourtant. Parce qu'un ménage, s'il est à découvert, il ne peut pas imprimer sa propre monnaie. Effectivement, ça c'est illégal. Et un ménage ne peut pas voter une loi pour obliger ses voisins à lui donner 30% de leurs revenus. L'État, lui, lève l'impôt. De plus, sa dette peut rouler sur des décennies, car un État ne meurt pas. C'est vrai que vu sous cet angle, c'est pas du tout la même cour de récréation. Et c'est ce qui justifie la deuxième approche, l'approche keynésienne. L'État-providence. Pour eux, le déficit n'est pas un ennemi mortel, c'est un outil. Si l'économie ralentit, l'État doit s'endetter et dépenser massivement. Pour créer le fameux effet multiplicateur. Le cours explique ça très bien. L'État construit un pont à crédit, il paie des ouvriers, ces ouvriers vont dépenser leur salaire au supermarché. Le supermarché s'enrichit, paye plus d'impôts. Voilà. Et l'investissement finit par s'autofinancer grâce à l'activité générée. En théorie, c'est magnifique. Mais attention, le manuel met en garde contre un effet secondaire très pervers, l'effet d'éviction. L'effet d'éviction,
c'est quand l'État prend toute la place? Exactement. Si l'État emprunte des milliards sur le marché local pour son pont, il absorbe toute l'épargne disponible. Donc, quand une PME veut emprunter pour ouvrir une usine, les banques n'ont plus d'argent, ou alors les taux sont en deux prix. Ah, l'État a évincé le secteur privé. C'est chaud. Mais du coup, comment on applique cette théorie à la réalité d'aujourd'hui, si on regarde les chiffres de 2025 et 2026 au Maroc? Eh bien, ce qu'on voit, c'est un contexte économique étonnamment favorable. Le FMI valide une croissance solide de 4,9% pour 2025. 4,9%, c'est pas une petite reprise timide, ça. Pas du tout. Et la projection pour 2026 est à 4,6%. C'est soutenu par une campagne agricole exceptionnelle. On parle de 70 millions de quintaux de céréales prévus. C'est énorme. Moi, ça vous fait penser à un navire qui aurait un vent arrière parfait avec l'agriculture et en même temps un moteur interne refait à neuf. Le moteur interne, c'est la demande intérieure. La consommation des ménages est en hausse de 3,7%. Et le plus fou, c'est que l'inflation reste maîtrisée. On est à 0,8% en moyenne en 2025. Donc les gens consomment, la croissance est forte et les prix n'explosent pas. C'est le scénario idéal. Mais le plus intéressant, si on relie ça à la vue d'ensemble budgétaire, c'est ce que ça rapporte à l'État. C'est le concept de pression fiscale. Oui, le cours en parle. C'est la part de la richesse nationale qui part en impôts. Et selon le FMI, les recettes fiscales ont atteint 24,6% du PIB. C'est une performance colossale. Avec une forte croissance, mécaniquement, l'État encaisse plus de TVA sur chaque achat, plus d'impôts sur les bénéfices des entreprises. Sans même avoir à créer de nouvelles taxes. D'ailleurs, les chiffres de fin 2025 sont spectaculaires. L'impôt sur les sociétés a bondi de 28,6%. Waouh, presque 30% d'augmentation en un an. Oui. Et attention, dans ce chiffre, il y a un détail clé. Plus de 20 milliards de dirhams viennent d'opérations de régularisation. Attendez, des régularisations? Donc c'est l'État qui va récupérer des impôts impayés ou des redressements? Absolument. L'administration fiscale a été extrêmement efficace. Pareil pour l'impôt sur le revenu, en hausse de 9,4%, et la TVA à plus de 9%. Ça fait des montagnes d'argent frais. Pour 2026, le PLF prévoit plus de 421 milliards de dirhams de recettes, dont la grande majorité via la fiscalité et les douanes. C'est ça. Mais la vraie question, c'est où va cet argent? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les dépenses globales prévues sont de 761 milliards de dirhams. Et tenez-vous bien, plus de 195 milliards partent uniquement dans les dépenses de personnel. C'est une somme gigantesque. Bah oui, hein. On embauche près de 37 000 nouveaux fonctionnaires dans la santé, l'intérieur, la défense, plus 19 000 pour l'éducation. Franchement, est-ce qu'on n'est pas en train de gonfler ces fameuses dépenses ordinaires que le manuel jugeait improductives? C'est une lecture possible. Mais je dirais qu'il faut nuancer. Le gouvernement tente un exercice de haute voltige. On n'est pas juste en train d'engager des bureaucrates. On paye pour la santé et l'éducation. Donc on assume un rôle d'État-providence très keynésien en fait. Exactement. Investir dans le capital humain, c'est vu comme une dépense d'avenir. Mais en même temps, pour rassurer les orthodoxes financiers, ils réduisent le déficit global à 3,5% du PIB en 2025. C'est là qu'on retrouve notre paradoxe de départ. Comment le déficit peut baisser alors qu'il dépense 761 milliards? Parce que les recettes fiscales explosent encore plus vite que les dépenses. C'est vraiment la seule chose qui rend ça possible. D'accord, l'impôt paye le modèle social, mais il y a quand même l'éléphant dans la pièce là. Vous parlez de la dette? Bien sûr, parce que pour combler l'écart de financement, l'État s'endette lourdement. D'après un cabinet spécialisé, la dette du Trésor va toucher les 1211 milliards de dirhams d'ici fin 2026. 1211 milliards. C'est vertigineux en valeur absolue. Et pourtant, le ratio de la dette par rapport au PIB, lui, il baisse. Il était à 67,2% en 2025 et il devrait descendre à 65,5% en 2026. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Moi, j'ai une analogie. Ah, je suis curieux d'entendre ça. Imaginez un tapis roulant à la salle de sport. D'accord? La dette qui gonfle, c'est la vitesse du tapis qui augmente. Il recule de plus en plus vite avec ses 211 milliards. Ok, je vois. Mais le coureur qui est sur ce tapis, c'est l'économie, le PIB. Comme la croissance est forte, le coureur court plus vite que le tapis ne recule. Du coup, en proportion, l'effort semble diminuer. C'est une excellente image. Le ratio dette sur PIB s'améliore parce que le PIB grandit plus vite que la dette. Cela soulève une question importante, cependant.
Que se passe-t-il si le coureur s'essouffle? Ah oui, c'est la croissance ralentie d'un coup, le tapis nous éjecte en arrière. Exactement. Et c'est là que le rapport du FMI met un coup de pression. Le FMI reconnaît l'effort énorme de l'État, 380 milliards d'investissements publics prévus. Mais ils préviennent que l'État ne peut pas tout faire éternellement. Il faut que le secteur privé prenne le relais, c'est ça? Absolument. L'investissement public doit être un catalyseur, pas un remplaçant. Si on ne fait pas de réformes pour dynamiser le secteur privé, on ne créera pas d'emplois durables à long terme. On revient au risque de l'effet d'éviction. Donc, l'État construit un superport, mais si les entreprises privées ne viennent pas s'y installer pour créer des usines et exporter, ça reste juste du béton payé à crédit. C'est exactement le danger. La politique d'équilibriste a ses limites. C'est fou quand on y pense. On est parti des théories un peu froides d'un cours d'économie pour arriver à un État en pleine mutation. Un État qui capte des impôts records pour construire des hôpitaux, des ports, payer des milliers de profs, tout en gérant une dette colossale de plus de 1200 milliards. C'est vraiment la définition d'un pilotage sous haute tension. Et ça m'amène à une dernière réflexion, pour ceux qui nous écoutent. On nous répète souvent, le FMI en tête, que l'État doit intervenir temporairement puis laisser faire le marché libre. C'est la théorie classique, oui. Mais regardez notre époque. Entre le dérèglement climatique qui frappe l'agriculture sans prévenir et les crises mondiales qui s'enchaînent tous les 2 ans. Vous remettez en question la notion de retrait de l'État. Bah oui, on peut se demander, est-ce qu'un État moderne pourra un jour vraiment s'arrêter d'intervenir et de s'endetter? Ou est-ce qu'on est juste entré, de façon définitive, dans l'ère de l'interventionnisme d'urgence perpétuelle, dont on ne pourra plus jamais se passer? Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des finances publiques. À très bientôt pour une nouvelle analyse.